Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, on vous entend, monsieur. D'accord, ok. Avant d'entamer le cours, je reviens sur justement le contrôle. Donc, alors je ne sais pas si la semaine prochaine se fera en présentiel, donc il faut attendre confirmation de l'administration. Bon, là, on est censé terminer le programme normalement cette semaine. Donc après, il vous restera quasiment un mois pour réviser éventuellement. Alors je ne sais pas combien de séances il y aura encore, que ce soit en présentiel ou bien à distance. Ceci dit, Anas, je ne fais pas le dernier chapitre parce que ça ne sert à rien. On n'aura pas le temps de le terminer et puis vous allez être saturé pour rien. Donc on va se limiter à ce dernier chapitre, enfin à cet avant-dernier chapitre. Et donc il faudrait qu'on discute. Donc si on fait le contrôle, ce sera la dernière séance du présentiel. Donc à confirmer maintenant si vous aurez une semaine ou bien 2 semaines de présentiel. Donc si c'est une semaine, normalement vous aurez 2 heures, il me semble. Donc la première heure, on va dire 1 heure et demie, on va la consacrer pour une révision générale. Et la dernière demi-heure pour faire un contrôle. Donc le contrôle, il va porter sur les 2 premiers chapitres. C'est-à-dire l'introduction générale et le chapitre 2 concernant justement la couche réseau. Voilà, donc pour vous situer à peu près ce qui vous attend. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Ok, donc à moins que vous vouliez un autre chapitre, ou bien... Donc si les 2 premiers chapitres vous conviennent pour faire le contrôle, donc on fera ça. De toute façon, oui, oui. Si par exemple, qu'on a un a 2 semaines, معليش la première semaine ديروها révision et la deuxième semaine ديرو فيها le test. C'est ce que je t'ai dit, c'est-à-dire je t'ai dit tout dépend du nombre de semaines. Donc si vous avez une semaine, de toute façon dans la semaine vous aurez 2 séances, il me semble. Hein. Comme la dernière fois, il y avait 2 heures de cours, c'est ça? La dernière fois que vous avez fait présentiel. Oui. Et voilà, donc on fera 1 heure et demie de révision générale et la dernière demi-heure on fera le contrôle. Le contrôle c'est un exercice. Hein. Maintenant, s'il y a 2 semaines, on fera, voilà, la première semaine on fera des révisions. Et puis on attendra justement la dernière séance pour faire le contrôle. D'accord, merci. Ok, mais là encore on n'est pas fixé parce que ils peuvent remettre en cause ce qui a été décidé avant parce qu'il y avait le concours doctoral qui devait avoir lieu en parallèle. Donc comme il a été annulé, donc on n'est pas encore fixé. Donc on saura en fin de semaine, Inch'Allah. Ok, est-ce qu'il y a des questions par rapport au dernier cours concernant la MTU? Pour moi, non. Okay. Bon, une remarque générale, je remarque qu'il y a que une bonne partie de la section n'assiste plus au cours. Je ne sais pas les raisons, je ne connais pas les raisons, il faudra qu'on en discute lors du CP. Mais bon, vous assumez, hein, je ne vais pas faire la police pour voir ceux qui assistent, ceux qui n'assistent pas, mais ceux qui n'assistent pas, vous assumez. De toute façon, je poste les cours sur la page, donc si vous comprenez, tant mieux pour vous. Mais après, il ne faut pas venir crier comme quoi vous n'avez pas compris. Parce que là, si vous ratez les cours, vous ne me posez pas des questions, etc. Moi, je parle de ceux qui ne suivent pas, je ne parle pas de ceux qui suivent. Donc il faudra que chacun assume aussi ses responsabilités. Oui, non, oui, Riyad Blanchman, je sais que c'est le même nombre partout, mais je parle de cette partie justement qui n'existe pas. Est-ce que c'est pour des problèmes de connexion ou là d'autres raisons? Bon, chacun assume, parce qu'après, ce sera difficile de rattraper. Même si les enregistrements sont là, effectivement, ils sont postés, mais c'est pas évident pour vous, sachant que c'est des notions nouvelles, de pouvoir comprendre. Bon, l'avantage, c'est qu'il reste du temps. En tout cas, pour le module TRCI, il reste beaucoup de temps pour faire des séances de révision pour que vous puissiez justement assimiler. Mais n'empêche que c'est un peu risqué de ne pas assister et de croire que, ma foi, vous allez passer comme ça. Donc c'est pas une bonne approche. Hein. Même si, c'est-à-dire on a racheté l'année dernière et qu'il y a pas mal de gens qui sont passés avec des notes très très basses,
Mais dire qu'on va passer à 99% parce qu'on va nous faire passer, ça je pense que c'est une politique qui est fausse. Hein. Donc il ne faut jamais raisonner de la sorte. Bon, bref, on va aller à l'essentiel. Donc on va arrêter le cours momentanément. Donc on va passer à la série d'exercices. Donc je pense que la série vous l'avez eue. Donc on aborde l'exercice 1 qui est un exercice de questions de cours avant de passer à des exercices plus techniques. Alors l'exercice 1, on vous dit, on dit que le service circuit virtuel inadapté en transfert de SMS. Vrai ou faux? Alors c'est quoi le SMS? Vous savez c'est quoi un SMS? Des messages, la téléphone. Oui. Alors le SMS, il est transporté dans un réseau. C'est un réseau informatique. Ok, c'est un réseau informatique qui permet de transporter la voix et qui permet de transporter aussi les données, enfin tout ce que vous recevez au niveau de votre smartphone. Donc c'est un réseau qui permet d'implémenter ce qu'on appelle la VoIP, IP, donc pour transporter donc les paquets qui représentent la voix lorsque vous avez un appel, mais aussi qui permet de transporter aussi les SMS et aussi les données que vous recevez. Ça peut être aussi Internet lorsque vous êtes connecté à travers votre opérateur téléphonique. Donc, à votre avis, quel type de commutation va être utilisé pour transporter les SMS? Est-ce qu'on va utiliser une commutation par circuit virtuel, par exemple? Alors, si ce n'est pas ce type de commutation, quel type de commutation ou peut-être routage, technique de routage, on va utiliser pour le SMS. Mais d'abord, on va répondre à cette question. On vous dit, est-ce que le circuit virtuel, c'est-à-dire la commutation par circuit virtuel, est-ce qu'elle est réellement inadaptée pour le transfert de SMS? Non, on peut l'utiliser. Vous êtes sûr? Mais le mode non connecté, voilà, tu t'es corrigé toi-même. C'est que le SMS, il travaille en mode non connecté, alors que le circuit virtuel, c'est en mode connecté. Donc c'est inadapté, c'est-à-dire que tu ne peux pas envoyer donc des SMS, sachant que le SMS, donc tu envoies le message, mais tu n'as aucune garantie que le message arrive. C'est-à-dire que tu peux te tromper de numéro de téléphone, tu peux te tromper aussi, le SMS peut se perdre, hein. C'est pas un transfert garanti. Donc il n'y a pas de connexion préalable entre l'émetteur et le destinataire. Alors que le circuit virtuel, lui, implique forcément donc l'établissement d'une connexion au préalable, de fixer un chemin entre l'émetteur et le destinataire avant d'envoyer les données. Donc ce n'est pas le type de commutation, en tout cas ce n'est pas le type, la technique de transfert de données que je vais utiliser pour envoyer des SMS. Alors quel serait le type de commutation qui va être utilisé pour envoyer des SMS? Commutation par message. Voilà, la commutation par message, c'est-à-dire une commutation en mode non connecté, tel que le SMS est trimballé de nœud en nœud jusqu'à arriver à destination. Okay. Donc d'ailleurs le SMS, vous remarquez qu'il met beaucoup de temps pour arriver. C'est pas une donnée qui arrive instantanément. Ça peut prendre quelques minutes, voire quelques secondes pour être transféré. Ce qui quelque part indique que ce n'est pas une donnée urgente, ce n'est pas une donnée prioritaire telle que les appels téléphoniques ou là tels que les autres trafics qui peuvent circuler sur le réseau, le réseau qui est implémenté dans le réseau téléphonique. Okay. Donc le SMS est un trafic non prioritaire. Donc on va utiliser la commutation par message. Okay. Donc là c'est la réponse à donner. Donc c'est à peu près résumé ce que vous avez dit. Donc la commutation par message est la mieux adaptée pour le transfert d'un SMS. Comme elle est la mieux adaptée pour le transfert par exemple des emails. Donc c'est le même principe. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Ou des clarifications à apporter? Alors question 2. Quel est l'avantage d'utiliser un routage statique par rapport à un routage adaptatif? Alors c'est quoi le routage statique? Monsieur, c'est le temps de séjour. Avant de parler de temps, mais d'abord, c'est quoi le routage statique?
C'est La table de routage est fixe. voilà. Donc le routage statique, la table de routage, elle est configurée manuellement et donc ça ne change pas. Bon, ça ne change pas tant que l'administrateur réseau ne l'a pas modifié lui-même. C'est-à-dire lui, il va la configurer une fois et donc tant qu'il ne touche pas à cette table, donc elle ne va pas s'auto-configurer d'elle-même. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'intervention de l'administrateur. Dans la table de routage, il y a des routes qu'on appelle fixes, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Tant que l'administrateur ne les a pas modifiées, donc elles ne vont jamais être modifiées. Contrairement au routage adaptatif, oui, l'algorithme, donc il y a un algorithme supplémentaire qui va faire en sorte que les routeurs donc, vont collaborer entre eux de telle façon à modifier donc, les tables de routage lorsque justement il y a un changement ou il y a une modification dans le réseau, que ce soit dans la topologie ou là dans le coût des chemins qui mènent aux différentes destinations. Bon, il y a un avantage, il y a un inconvénient pour chacune des stratégies. Quels pourraient être les avantages d'utiliser un routage statique par rapport à un routage adaptatif? Donc il y avait quelqu'un qui avait commencé à donner un début de réponse. Oui, monsieur, c'est le temps de séjour dans les nœuds de transmission. Oui, pourquoi alors, il va augmenter ou là il va diminuer? Le temps de séjour aux adaptatifs, il va se diminuer. Parce que statique, toujours le même chemin. Donc, il n'a pas besoin d'attendre les nœuds. Alors, on veut avoir les avantages, tu as le routage statique par rapport au routage adaptatif. Donc, tu dis, toi, qu'il va augmenter dans le routage statique. Donc, ça, c'est pas un avantage. Non, il va diminuer dans le statique. Ah, voilà, donc il faut clarifier. Ok. Monsieur, la consommation des ressources, comme il diminue la consommation des ressources. Alors, d'abord, avant de passer au deuxième point que tu viens de citer, je voudrais revenir sur le premier point pour clarifier. Donc votre camarade a dit que effectivement, donc le temps de traitement va diminuer. Pourquoi? Parce que comme c'est toujours les mêmes chemins, donc j'ai moins de traitement à faire. Alors, il faut encore clarifier, hein, parce que ce n'est pas qu'à cause de ça. C'est infime. Ce qui va apporter une réduction justement dans les temps d'acheminement, c'est que le temps qu'on avait consacré justement à calculer les tables et justement à faire le routage adaptatif, c'est-à-dire chaque fois on est obligé de recalculer, de récupérer l'information des autres routeurs, recalculer les tables, donc c'est un temps supplémentaire qui va être au détriment justement de l'acheminement, du traitement des paquets, parce que les paquets quand ils arrivent, ils sont, on les remonte, on trouve vers quelle sortie on va les acheminer, on les met dans des files d'attente. Donc ils ne vont pas directement être acheminés vers la sortie, parce qu'il y a plusieurs paquets qui arrivent. Donc il y a une compétition entre différents flux vers peut-être une même sortie. Donc c'est un temps supplémentaire que je vais obtenir, c'est-à-dire c'est un temps CPU que je vais gagner par rapport à des routeurs qui fonctionnent en adaptatif. Donc c'est une économie. Et là je rebondis sur la remarque de votre camarade, la deuxième. Donc c'est une économie aussi en termes de ressources, c'est-à-dire en termes de CPU, temps CPU, donc en termes d'énergie, en termes d'efforts de calcul, en termes de pas mal de choses. Donc vous allez gagner, vous allez économiser pas mal de ressources au niveau de votre routeur, surtout des ressources de calcul, c'est-à-dire des temps de calcul. D'accord? Donc ça c'est... Est-ce qu'on peut trouver d'autres avantages par rapport à... Et aussi la ressource, peut-être ressources routeur, mais aussi quelles autres ressources sont économisées? Les mémoires des nœuds. Non, ça concerne le routeur. Mais en dehors des routeurs, qu'est-ce qui est économisé quand on fait du routage fixe? C'est-à-dire une ressource qui n'appartient pas au routeur. Les routeurs de position. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vous allez économiser le débit. C'est-à-dire la bande passante qui était partagée, c'est-à-dire qu'il y avait un trafic utile qui circulait sur le réseau, et il y avait le trafic de service. C'est-à-dire, c'est quoi le trafic de service? C'est-à-dire, c'est tout ce que vous avez besoin pour configurer vos tables de routage. C'est tous les échanges de données, les paquets qui ne sont pas des paquets de données, mais ce sont des paquets qui contiennent des informations concernant les tables de routage que vous allez échanger avec les voisins. Donc, lorsque vous faites un routage fixe, vous n'avez plus besoin de partager avec vos voisins vos renseignements, vos connaissances, puisque la table ne va jamais changer. En tout cas, si elle va changer, elle va être modifiée manuellement.
Donc ça, c'est une économie en termes de débit. Donc le débit qui était consacré, qui peut être important, au partage de ces données de service, il va être rajouté à l'envoi du trafic utile, c'est-à-dire de données qui ont été réellement envoyées par des émetteurs et qu'il faut acheminer vers des destinataires. Donc c'est une augmentation des performances du réseau. Ok. Donc c'est ça ce qu'on appelle justement les ressources du réseau. Donc ça inclut aussi bien les ressources mémoire, CPU des routeurs, mais aussi les ressources en termes de bande passante qui est offerte par les différentes liaisons de mon réseau. Voilà, donc le routage statique est moins gourmand, c'est-à-dire qu'il va permettre d'économiser justement l'utilisation du débit qui est offert par le réseau, et donc il va être consacré à l'envoi du trafic utile. Voilà, donc ça c'est parmi les avantages qu'on peut trouver à l'utilisation donc du routage statique par rapport au routage adaptatif. Et on avait dit que le routage statique était adapté pour les réseaux de petite envergure, c'est-à-dire qui contiennent très peu de routeurs. Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin de faire. C'est-à-dire si vous allez implémenter un routage adaptatif et que vous avez que 2 ou 3 routeurs, vous allez avoir un effet inverse. C'est-à-dire que vous allez tout le temps calculer des tables, en fait, compte ça ne va pas vous avantager. Parce que vous avez très peu de chemin à gérer, et le fait justement d'échanger des informations entre les routeurs, ça va avoir un effet peut-être inverse, c'est-à-dire que ça va ralentir le réseau. Alors que si vous avez utilisé un routage fixe, c'est-à-dire des tables simples, vous aurez peut-être de meilleures performances qu'en utilisant un routage adaptatif. Donc le routage adaptatif, il est recommandé lorsqu'on a affaire à des réseaux très très complexes, c'est-à-dire qu'ils contiennent des centaines et des centaines de routeurs, et là où il y a aussi des milliers, voire des millions d'utilisateurs qu'il faut interconnecter. C'est là où on a le besoin d'implémenter un routage adaptatif. Parce que là, je dois gérer le réseau. Là, on fait un routage adaptatif, c'est pour gérer les ressources du réseau. Parce que si je dois utiliser toujours les mêmes chemins, là, je vais saturer justement ces nœuds-là. Si le routage est fixe, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes chemins qui sont sollicités. Et donc, vous allez mener à des pannes pendant que peut-être d'autres chemins ne sont pas utilisés. Donc, il faut exploiter, sans parler des pannes qui peuvent survenir, ou là, des problèmes, par exemple, d'encombrement. Donc là, il faut être adaptatif, il faut être réactif pour trouver des chemins alternatifs et pour équilibrer la charge du réseau. C'est-à-dire, lorsque le trafic augmente, on va essayer de faire en sorte que les trafics passent par tous les chemins possibles, pour qu'il n'y ait pas un encombrement au niveau d'un chemin particulier, parce que dès que vous avez un encombrement, là, il y a le risque de panne. Et si vous avez une panne au niveau d'un routeur, c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que vous avez une deuxième panne, parce que vous allez, vous allez peut-être créer des pannes à la chaîne, c'est-à-dire que la première panne va mener à la deuxième panne d'un autre routeur, et ainsi de suite, jusqu'à justement saturer tout le réseau, et ça, c'est tout le réseau qui va être justement inopérationnel par la suite. Donc il faut toujours prévenir un début de ce qu'on appelle un début de congestion. C'est ce qu'on va voir justement dans la fin du chapitre. C'est dès qu'on ressent justement qu'il y a un début de congestion, là il faut traiter, parce que ça peut avoir des conséquences assez graves en termes de fonctionnement du réseau. Alors, question 3, dans quel réseau le routage par inondation est recommandé? Alors, le routage par inondation est une technique de routage fixe qui va être utilisée dans quel cas et dans quel type de réseau? D'abord, c'est quoi le principe de le routage par inondation? Il envoie tous les paquets à tous les voisins. Oui, et ainsi de suite. C'est-à-dire aussi les voisins, ils vont envoyer à tous leurs voisins jusqu'à, forcément, alors si le destinataire fait partie de mon réseau, automatiquement, il va recevoir le message. Parce que je vais explorer toutes les routes. Toutes les routes vont être explorées, tous les chemins vont être explorés. Et parmi les chemins qui vont être explorés, il y a forcément le chemin optimal. Donc je suis garanti j'ai la garantie que mon paquet va arriver avec un temps minimal. Ok, parce que je vais explorer, là, je vais passer par tous les chemins possibles. Et parmi ces chemins possibles, il y a le chemin optimal, il y a le chemin minimal qui va minimiser soit le temps de transfert ou augmenter le débit, etc.
Alors, ça serait l'idéal, c'est-à-dire que si je pouvais envoyer toutes les données en utilisant l'inondation. Malheureusement, cette approche-là, elle a quoi comme inconvénient? C'est qu'elle est coûteuse, elle est très coûteuse même. C'est-à-dire que vous allez à chaque fois encombrer le réseau avec un seul paquet. Maintenant, tout le paquet il va être pris sur tous les chemins. Donc, alors si tout le monde devait faire ça, on va arriver à des saturations très rapidement. Mais dans certains cas, je n'ai pas le choix. C'est-à-dire que dans des cas très très rares, ou là dans certains types de... Voilà, vous avez donné un exemple. Dans certains types de réseaux, ou là d'exemples, on est amené à faire un routage par inondation. Tel que, donc vous m'avez dit les cas militaires, mais aussi, c'est-à-dire plus de manière... Des fans. Les fans. Par exemple, il y a quelques trucs, les marches fonctionnent. Oui, oui. C'est-à-dire lorsque tu es dans un état d'exception. Maintenant, tu es en état de guerre, ou là tu es en état, par exemple, il y a une catastrophe naturelle, un tremblement de terre, et donc une partie de l'infrastructure du réseau théorique, elle est plus fonctionnelle. Et donc tu n'as aucune garantie que, par exemple, si tu utilisais je sais pas, un routage classique, ou là, que tes données vont arriver. Donc là, pour assurer, ou là si tu es en temps de guerre aussi, donc pour assurer justement que les données vont arriver à la destination, donc là, tu fais une inondation, c'est-à-dire que tu prends tous les chemins possibles, en espérant que la destination soit toujours raccordée au réseau. Mais là, j'allais dire, c'est la meilleure façon, c'est-à-dire c'est la façon efficace dont tu disposes pour dire, voilà, la donnée va arriver. Mais, encore une fois, avec un coût. Mais là, je n'ai pas le choix, c'est-à-dire que je suis dans un cas d'exception. Et aussi, indépendamment de ce cas, on a donné un autre cas où le routage par inondation est aussi utilisé. On a donné des réseaux particuliers qu'on avait vu dans le chapitre 1. C'est ad hoc. Voilà, c'est les réseaux ad hoc. Alors, c'est quoi les réseaux ad hoc? Ce sont les réseaux sans fil, sans infrastructure. C'est-à-dire que c'est des réseaux mobiles où il n'y a aucune infrastructure fixe. Alors, pourquoi on les appelle réseaux ad hoc? Ad hoc en latin veut dire improvisé. C'est-à-dire que c'est un réseau qui est créé à l'instant T pour un besoin particulier. Dès que le besoin n'est pas d'actualité, donc là, on défait le réseau. Donc, un réseau ad hoc, ça pourrait être un réseau militaire qui est créé en temps de guerre, ou là un réseau par exemple en temps de lorsque je suis en train d'explorer, ou là donc j'essaie d'interconnecter mes équipements, ou bien un réseau voilà entre vous, c'est-à-dire que vous interconnectez vos smartphones avec votre laptop, ou là pour jouer, c'est-à-dire lorsque vous faites un jeu par réseau, vous interconnectez vos machines momentanément, vous déconnectez, donc vous faites des liaisons Wi-Fi, et donc ça permet de jouer entre vous. Une fois que vous avez terminé, vous défaites donc ces connexions. Alors le problème avec les réseaux ad hoc, c'est qu'il y a la mobilité. Lorsque la mobilité elle est forte, donc le voisinage change. C'est-à-dire que les voisins à l'instant T ne sont plus les mêmes à l'instant T plus 1. Ok, donc je n'ai aucune garantie de connaître mes voisins ou là d'avoir des voisins stables. Donc cette forte topologie, cette forte modification justement de la topologie du réseau, fait en sorte que je ne peux pas établir un routage fixe ou bien un routage adaptatif. C'est très difficile. Parce que dès que j'aurai établi un routage, il faut le modifier, puisque les voisins ont changé. Donc je ne peux pas garder d'étape de routage. Donc les techniques de routage traditionnelles sont inefficaces dans ce type de réseau. Donc l'une des techniques, en tout cas la technique la plus utilisée, c'est de faire un routage par inondation. C'est-à-dire que j'envoie à mes voisins mes voisins actuels. Même si ça change après, c'est pas un problème. En espérant que la destination soit toujours connectée, c'est-à-dire qu'elle est toujours connectée au réseau, qu'elle ne sort pas du champ du réseau. Donc en faisant un routage par inondation, même s'il y a une forte topologie, j'ai beaucoup de chances d'atteindre justement mon destinataire. D'accord? Donc ça c'est le cas où je vais utiliser le routage par inondation. En temps de guerre ou là, lorsque l'infrastructure a subi des dommages, ou bien dans des cas où la topologie physique du réseau est fortement dynamique. Et donc là, le routage par inondation s'impose. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur.
Alors, question 3, donner les avantages de la commutation par rapport au routage et inversement. Alors, on va commencer par la commutation. Quels sont les avantages de la commutation? Donc, si on devait, par exemple, comparer la commutation par circuit par rapport à un routage classique. Monsieur, oui, la commutation, le chemin est prédéfini. Donc, le temps de transmission, le paquet sera moins que par rapport au routage. C'est-à-dire en termes de performance. C'est ça. Effectivement. Voilà. Donc, la commutation, elle va nous offrir plus de performance. Alors, quand je dis performance, c'est surtout le délai d'acheminement. Parce que quand on compare simplement la commutation par circuit, une fois que le chemin il a été décidé, il n'y a plus de temps de séjour dans les nœuds intermédiaires. Parce qu'on ne fait pas de routage. On n'a pas besoin de faire de routage. On n'a pas besoin de poser la question au nœud intermédiaire, quelle est la sortie? La sortie est déjà connue. C'est-à-dire que le chemin est connu, il a été tracé dès le départ. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin d'avoir des traitements au niveau des nœuds intermédiaires. J'ai besoin simplement de signifier la référence vers le chemin. Donc l'adresse, même l'adresse, elle n'est plus transportée. Donc c'est cette référence qui va permettre justement au nœud de commuter, c'est-à-dire trouver la sortie, elle est connue, ils la connaissent la sortie. Donc il n'y a aucun traitement qui est fait. Donc le temps de séjour au niveau des nœuds est quasi nul. Il n'y a même pas de vérification qui est faite. S'il y a vérification par exemple du paquet, elle se fera à la destination. Donc en termes de performance, c'est la meilleure solution. Ok, donc elle me permet d'augmenter justement de réduire plutôt le temps de transfert et d'augmenter, si vous voulez, le débit, parce que je choisis quelque part mon chemin. Alors si je le choisis au départ, je le choisis par rapport à ce que j'ai envie d'obtenir, c'est-à-dire par rapport à mes exigences de qualité de service. C'est-à-dire que si j'ai une application qui a un certain nombre de demandes, donc je vais choisir ce chemin-là en fonction de ce que j'ai besoin. Et donc, forcément, les performances seront maximisées. Donc ça, c'est un avantage. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages? Oui, monsieur. La commutation. Les caractéristiques que l'émetteur a demandées sera fixée et garantie. Comme le voilà, donc la qualité de service. Elle sera fixée et garantie par qui aussi? Par qui? Le patient, non? Oui, mais par qui? Tu dis qu'elle est garantie. Par qui? Qui doit la garantir? L'administrateur. Non, c'est pas l'administrateur. L'administrateur, il n'a rien à voir dans ce cas-là. C'est transparent par rapport à l'humain. Hein. Ça, c'est des algorithmes, c'est des équipements qui communiquent entre eux. Donc, alors, qui doit justement garantir ou qui doit valider ces exigences-là? Le chemin. Les équipements du réseau. Et quand vous êtes en commutation par circuit, effectivement les nœuds, mais aussi le principal qui doit valider, c'est qui? Destinataire. C'est le destinataire, parce que quand tu veux établir un circuit, il faudrait d'abord que le destinataire soit d'accord. Et soit d'accord par rapport à ce que tu as exigé. Parce que quand tu demandes un débit ou là, une rapidité, c'est lui qui va exécuter. C'est le destinataire qui va exécuter. Donc s'il n'a pas les ressources d'exécuter ce que tu as demandé, il va refuser cette connexion. Donc un chemin avec un certain nombre d'exigences, il faut d'abord que le destinataire soit d'accord. C'est pour ça qu'il y a le paquet avec de connexion qui va jusqu'au destinataire, qui va établir un certain nombre de négociations. C'est qu'au départ, avant d'établir le circuit, je négocie avec le destinataire sur les paramètres, etc. Si le destinataire est d'accord, là on confirme, il va confirmer le circuit. Ok. Donc voilà, ça c'est un avantage, c'est-à-dire que je peux négocier un certain nombre de critères, un certain nombre d'exigences à l'avance avec le destinataire qui pourrait être un serveur ou là qui pourrait être n'importe quoi, avant de commencer d'envoyer les données. Ce que je ne fais pas dans le routage, parce que le routage en général, je peux travailler en mode non connecté. Le routage en lui-même fonctionne en mode non connecté. Donc il n'y a pas forcément de négociation avec le routeur ou là avec le destinataire. Il peut y avoir, mais bon, c'est-à-dire s'il faut envoyer un paquet avant, mais pas de la même manière, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire par rapport au chemin. C'est-à-dire je ne rentre pas dans le détail, tu as le chemin, tu as le choix du chemin, ou ce que doit répondre le chemin. Parce que le routage ne choisit pas le chemin à l'avance. Il se choisit au fur et à mesure que la donnée est transportée.
Est-ce qu'il peut y avoir un autre avantage par rapport à la commutation? Il est fiable. Ça, c'est les performances. Fiable, non. Pas forcément fiable, non. Parce que quand tu dis fiable, faut bien que fiable, maintenant, c'est par rapport aux erreurs. Hein. C'est-à-dire en informatique, ce qu'on appelle la fiabilité, c'est le taux d'erreur. Peut-être c'est l'inverse. C'est que le routage, il est plus fiable que la commutation, parce que le routage, tu vas faire la vérification au niveau de tous les nœuds. Alors que la commutation, tu l'as fait à la fin. Monsieur, la configuration des commutateurs, de la commutation, pardon. Non, en parlant des avantages. Non, alors là, la configuration, peut-être, elle est plus compliquée. C'est-à-dire que le circuit, il est plus difficile à configurer, à mettre en œuvre que le routage. C'est-à-dire quand on prend la commutation. Pour gérer un circuit, c'est plus délicat que gérer le routage. Parce que ça forcément, ça consomme des ressources. Parce qu'il faut enregistrer, il faut réserver une bande passante pour toute une communication. Il faut la gérer, il faut gérer le circuit. C'est un peu plus délicat, c'est-à-dire que la gestion de la commutation par rapport au routage. Donc, c'est plutôt le contraire. Alors, le fait d'avoir un chemin, et c'est le même chemin qui va être emprunté dans un circuit, par exemple. Qu'est-ce que ça peut avoir comme avantage? Le même débit, toujours. Oui, ça, c'est les performances. Ça, c'est les performances. Alors, je rajoute le débit. Ça, c'est tout ce que vous avez négocié au départ. Ça, c'est les performances, c'est-à-dire que vous allez forcément acheminer les données avec les meilleures performances que si vous avez utilisé un routage. Mais il y a un autre avantage, le fait d'utiliser le même chemin. Concernant les couches. Non, non, toujours par rapport au transfert des données. C'est quelque chose qu'on avait abordé la dernière fois. Enfin, pas... Oui, qu'on avait abordé la dernière fois. Enfin, deux aspects. On est sûr à 100% de la donnée là, ça. C'est très rare, tu n'en sais rien. Parce que si tu as une panne... Oui, alors, peut-être là tu as un peu raison. Alors, c'est pas la fiabilité, alors c'est plutôt... oui, c'est-à-dire qu'il y a plus de garantie que la donnée va arriver. Parce que là, tu travailles en mode non connecté, et là, tu travailles en mode connecté. On peut considérer ça comme un avantage. Mais il y a mieux. La dernière fois, on avait abordé quoi? Dernière séance. Voilà. Alors, pourquoi le problème, tu as la fragmentation? Pourquoi il survient? Pourquoi il y a eu une fragmentation des paquets? Ah, donc il n'y a pas de MTU, c'est MTU. Oui, alors le MTU, c'est-à-dire quand vous utilisez le routage, le fait que vous ne connaissez pas votre chemin, donc vous n'explorez pas, ou là vous n'avez pas une idée des réseaux qui sont traversés et de leur MTU. Donc vous allez être plus exposé au problème de fragmentation. Le problème de fragmentation, c'est un problème qui va occasionner des retards, c'est-à-dire parce qu'on va les routeurs intermédiaires, ils vont découper donc votre paquet en morceaux qu'il faudra réassembler au niveau de la destination, sachant aussi que si un fragment a été touché par une erreur, donc il faudra renvoyer tout le paquet d'origine. Donc ça, c'est un temps, que ce soit un temps CPU ou un temps d'acheminement supplémentaire. Lorsqu'on fait justement la commutation, le fait d'explorer le chemin à l'avance, donc je peux avoir une idée sur les MTU qui sont traversés. Et donc avant d'envoyer mon paquet, je fais en sorte de ne pas remplir plus de données que ne supporte le chemin. Donc je vais faire quelque part de la prévention. C'est-à-dire c'est comme si vous connaissez la route, vous prenez encore une fois la route et vous transportez de la marchandise, vous savez que vous allez traverser des ponts. Et donc vous faites en sorte que la hauteur de votre marchandise ne dépasse pas la hauteur du pont. Et si vous ne connaissez pas la route, vous risquez de vous arrêter en cours de route parce que effectivement vous découvrez ce problème. Donc le fait justement de construire le chemin à l'avance, on peut fixer, on connaît la MTU du chemin, c'est-à-dire la MTU minimale du chemin. Et donc l'émetteur, ce qu'on appelle la découverte de la MTU. Donc l'émetteur va faire en sorte de limiter la contenance des paquets qu'il envoie par rapport à la MTU minimale
du chemin qu'il va emprunter. Ok, donc ça c'est un avantage. Parce que si vous utilisez le routage, eh ben, alors, vous allez découvrir. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous passez par un chemin, le paquet va découvrir la MTU du réseau qui traverse. Et là, si il contient plus que ce n'est autorisé, on sera obligé de le fragmenter. Est-ce qu'il y a un autre avantage aussi par rapport à la commutation? Il y a un dernier avantage qu'on n'a pas encore cité. Alors, si on utilise le routage, donc la grande différence entre routage et commutation, c'est que le routage, il construit le chemin au fur et à mesure. Il est plus lent. Il est plus lent, oui. Mais la plus grande différence, c'est que les chemins peuvent être différents. C'est que le routage peut donner différents chemins à des paquets provenant de la même source. Parce que ça ne sera pas la même réponse, puisque les tables vont changer. Donc un paquet, il peut aller vers une sortie, le deuxième paquet qui suit, il peut aller vers une autre sortie. Et alors, ça va occasionner quoi à l'arrivée? Ça peut avoir quoi comme conséquence? Le fait que les paquets prennent des chemins différents. Donc ça va tourner aux souches dans l'ordre. Voilà, donc vous allez avoir un problème vous allez avoir un problème de déséquencement. C'est-à-dire que vous allez devoir à l'arrivée réordonner vos paquets. Donc ça c'est un traitement supplémentaire. C'est-à-dire que vous avez envoyé le premier paquet, le deuxième, le troisième, vous recevez le troisième ou le deuxième, le premier. Et donc vous ne pouvez pas recomposer votre donnée, il faudra attendre le premier paquet. Donc il faudra remettre le premier contenu de données qui est dans le premier paquet à sa place, et ainsi de suite. Donc c'est un travail supplémentaire. Donc le reséquençage des données, donc il va être refait au niveau de, que ce soit au niveau de la fragmentation ou là au niveau du routage. Par contre, si vous utilisez la commutation, le fait que les données prennent toutes le même chemin va garantir qu'elles arrivent dans le même ordre que leur envoi. Donc il n'y a pas un reséquençage à faire. Donc ça c'est un avantage. Donc c'est un gain en temps au niveau destinataire. Alors le routage, qu'est-ce qu'il peut avoir lui comme avantage? Monsieur Fletat à l'épin ou là, par exemple, comme le routage il prend plusieurs routes, donc il peut s'adapter. Donc c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'il s'adapte par rapport aux circonstances du réseau. C'est-à-dire il prend en compte l'état du réseau. Et aussi, donc ça c'est un avantage, c'est-à-dire en cas de panne ou là en cas de surcharge d'une sortie, donc il essaie de trouver un chemin alternatif. Et de manière générale, Monsieur, dans un grand réseau, on ne peut pas implémenter toujours la commutation. Parce qu'on ne peut pas faire des circuits toujours alors c'est quoi justement l'avantage du routage? Il est fiable. Non, il n'est pas fiable, c'est le contraire. Enfin, fiable, oui, par rapport à ce qu'avait dit votre camarade. Oui. C'est-à-dire fiabilité, c'est beaucoup de choses. Hein. Oui. Alors, je reviens sur cette fiabilité, parce que c'est... pardon, je reviens sur ce qu'a dit ton camarade, la fiabilité. C'est que la fiabilité, c'est plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire, c'est aussi bien les erreurs, mais c'est aussi bien la fonctionnalité de routage. Est-ce qu'elle permet justement de router et d'acheminer le paquet à destination? Le routage n'est pas fiable. C'est-à-dire, indépendamment des erreurs. Hein. Le routage en tant que mécanisme ne garantit pas forcément que la donnée va arriver à destination. Tout dépend de l'étape de routage, comment elle s'opère. On peut avoir un déroutage où là on peut avoir les tables qui fonctionnent mal et dans ce cas-là le paquet tourne indéfiniment et là il ne trouve pas sa destination. Parce qu'on travaille en mode non connecté. Le routage est le principe, le fonctionnement du routage se fait en mode non connecté. C'est-à-dire que les routeurs ne vont pas se connecter au destinataire pour trouver le chemin. Non, la décision se prend localement, indépendamment du destinataire. Est-ce qu'il est connecté ou non? Ok. Donc, je n'ai aucune garantie que le paquet va arriver à la destination. Donc là, la fiabilité, bon, il faut la prendre sur deux aspects. Côté routage, mais aussi côté erreur. Donc, c'est quelque part équilibré. Mais, on parlait tout à l'heure de la façon dont fonctionnait le routage et la façon dont fonctionnait la commutation. Donc, votre camarade a commencé à donner la réponse.
Donc effectivement, tu m'avais dit la commutation n'était pas forcément une technique qui optimisait le réseau, parce qu'on ne pouvait pas l'utiliser tout le temps. Alors, est-ce que tu peux donner un peu plus de détails? Oui, monsieur, parce que la commutation, c'est de faire des circuits dans un réseau, un grand réseau, ça va surcharger le réseau. Et donc, en termes de... pas performance, optimisation. C'est pas les performances, c'est... Donc là, le routage, il est meilleur dans quel aspect? Il donne le débit l'icône nécessaire. Mais non, d'ailleurs, même le chat, enfin oui, il te donne ce qu'il possède. Mais c'est ce que tu demandes. Le routage, il te donne pas ce que tu demandes, il te donne ce qu'il a. C'est ça. Enfin, il essaie d'équilibrer. Voilà, donc il a une meilleure gestion du réseau. C'est-à-dire que avec le routage, je gère mieux les ressources du réseau. J'essaie de faire en sorte que tout le monde profite des ressources qui sont offertes par le réseau. Alors que la commutation, non, la commutation, elle essaie de répondre à vos besoins, c'est ça le contraire, c'est-à-dire de vous donner au détriment des autres, c'est-à-dire quelque part c'est le premier arrivé, premier servi, et les autres doivent attendre. Alors que le routage, non, il essaie de servir tout le monde avec ce qu'il possède. Donc en termes de gestion de ressources, en termes de gestion de réseau, le routage est meilleur, parce qu'il permet d'équilibrer la charge. Il ne sature pas le réseau. Maintenant, si on devait faire que de la commutation dans un réseau, le réseau va tomber en panne très rapidement. Donc c'est pour ça que dans les grands réseaux qui m'intéressent, c'est plutôt le routage qui est utilisé. La commutation elle est utilisée quand des cas très rares. Lorsque l'application a besoin justement d'accélérer le transfert, ou bien. Mais là, on va dire 98% du trafic va utiliser le routage. Voilà, donc je crois qu'on a résumé à peu près les avantages des uns et des autres. À moins que vous trouviez un autre avantage pour le routage, je pense qu'on a tout cité. Ok, donc, alors l'exercice de ça, on ne le fait pas. Plus 3. Alors, exercice 4. Donnez les résultats des opérations sur le paquet P1 de taille 3400. Donc, on vous dit un paquet qu'on va noter P1 qui a une taille qui est égale à 3400 entrant par le routeur R1 et sortant du routeur R2. On assumera que l'entête du paquet mesure 20 octets. Ok, parce que la fragmentation, comme on avait dit la dernière fois, elle touche le contenu du paquet, le champ de données. On ne va pas fragmenter l'entête. Donc l'entête, il contient des informations qui mettent les adresses, ou la référence éventuellement du circuit, ou d'autres données de service. Là, on vous a donné les MTU des réseaux traversés. Donc le premier réseau, donc il a une MTU à 1500 octets, et le deuxième réseau, il a une MTU à 500. Donc on veut savoir qu'est-ce qui va arriver à ce paquet à la sortie de R2. Donc il est clair que là, on peut remarquer que vu que sa taille dépasse la MTU du réseau sortant de R1, je serai amené, si lui autorise, si le paquet autorise la fragmentation, donc on est obligé de le fragmenter en petits paquets, en fragments, tel que chaque fragment ne doit pas dépasser en premier lieu 1500, c'est-à-dire à la sortie de R1, entre R1 et R2, tous les paquets qui circulent, donc c'est en limité à une taille maximale qui est égale à 1500 octets. Donc je suis amené à fragmenter donc ce paquet. Alors comment je vais le fragmenter? Ça dépend de sa taille. Donc sa taille c'était 3400, c'est ça? Pour confirmer. Donc combien il y a de données ici? Il y a 3380 de données à fragmenter plus 20 octets d'entête. Donc ce qui va être fragmenté, c'est de la partie indienne. C'est 3380. Pardon? Là va être fragmenté en 3. Oui, en 3. Oui, en 3. Donc le premier fragment F1, forcément, donc il sera rempli au complet, à rapport. Donc il pourra transporter simplement 1480 octets de données, puisque les 20 octets, ce sera l'entête. La position de terre aussi, le premier, donc il va être à l'offset 0. Et est-ce que c'est le dernier? Non. Donc more égale à 1. Bon, je n'ai pas terminé tout le contenu du paquet. Donc là, il faut aussi prendre un deuxième fragment qui va contenir aussi 1480. Donc jusqu'à là, si je fais la somme,
ça va me donner 2960. Hein. Donc, je ne suis pas encore arrivé à la limite du contenu du paquet. Alors, la position telle la donnée, le deuxième fragment, elle est située à l'offset 1480. Est-ce que c'est le dernier? Non. Et enfin, le troisième fragment, c'est le reliquat, c'est ce qui reste. Alors, ce qui reste, donc c'est 3380, que j'enlève 1480, 1480, vous allez trouver 420. C'est ça le reliquat, c'est le reste. Donc, je lui rajoute 20 octets dans tête, donc ça va être un paquet de 440 octets. La position TAO, donc c'est 1480 plus 1480, c'est-à-dire 2960. Est-ce que c'est le dernier? Oui, c'est le dernier fragment issu du paquet P1. Donc sur le segment R1, R2, j'aurai 3 fragments qui vont circuler. Et donc ils vont arriver vers le routeur R2. Alors jusqu'à là, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'autres fragmentations, donc je suis capable de réassembler, de reconstituer mon fragment. Parce que là, j'ai chacun des fragments, il a la position TAO. Donc, l'oulan, c'est 0. Le deuxième, il est à 1480. C'est comme si c'était un puzzle. Donc, vous allez placer les morceaux au bon endroit. Et le dernier, donc, il est à la position de 1960. Et c'est le dernier. Donc, c'est comme ça que je vais clôturer le paquet au niveau du destinataire. C'est le destinataire qui fait le réassemblage. Ok. Lorsqu'il reçoit donc le fragment avec more égale à 0, il sait qu'il n'y a pas d'autres qui suivent. Donc ça, c'est une information importante. Mais je n'ai pas terminé parce que je dois passer par un deuxième routeur qui a un MTU, qui a une MTU encore inférieure peut-être par rapport au contenu des fragments. Donc il faut voir quelle est la taille de F1, F2, F3 par rapport à la MTU sortante qui est égale à 500, c'est-à-dire que je peux transporter maximum 480 octets. Donc F1, il va être fragmenté parce que la taille TAO c'était 1500. Donc le premier fragment, il va contenir 480. Est-ce que c'est le dernier? Non. Position 0. Ensuite, F12, c'est le deuxième fragment de F1. Donc là aussi, je vais le remplir complètement. Donc il sera à la position 480. Ce n'est pas encore le dernier. Un troisième fragment, est-ce que c'est le dernier? Non, parce que je ne suis pas encore arrivé à 1480. Donc là, il me reste encore... Alors, si je fais la somme, vous allez trouver combien? 1200, 1440. Donc, il vous reste 40 octets de reliquat. Donc, les 40 octets, ce sera le dernier fragment qui va avoir une taille de 60. Et ce n'est pas le dernier, parce que le dernier, c'était F3. Ok, hier, je crois qu'on avait dit en cours qu'on hérite. On hérite du père. C'est-à-dire, si le paquet arrive, est un fragment que le bit tau est égal à mol, le bit mol est égal à 1, donc forcément tous les fils vont hériter de la même valeur. Alors on continue, donc F2 va subir aussi le même sort. Alors comme il avait la même taille, donc on va obtenir 4 fragments, mais c'est l'offset qui va changer. Ce sera la suite. Donc là, c'est la suite par rapport à F14. Donc ça sera F21, donc il va se positionner à l'offset 1480, ce n'est toujours pas le dernier. Donc on va avoir le même découpage, parce que c'est la même taille. C'est seulement la position qui va changer. Ok. Donc il faut voir, à chaque fois vous rajoutez la taille du paquet, du fragment précédent. Donc là, c'est 1480 plus 480, ça vous donne 1960. En bas de 1960 plus 480, ça vous donne 2440. Badanaya, c'est 2440 plus 480, ça vous donne 2920 pour avoir les positions des différents fragments. Est-ce que F3 va être fragmenté? Non, puisque la taille tau elle est inférieure à 500. Donc il ne sera pas fragmenté, ce sera toujours le dernier. Donc le nouveau découpage, tout à l'heure on avait F1, F2, donc F1 va être découpé en 4 morceaux. Et voilà, donc les offsets me permettent de positionner leur contenu dans le datagramme d'origine. Et donc ce qui va permettre justement au destinataire de réassembler. C'est à chaque fois qu'il dit... Parce que les fragments n'arrivent pas forcément dans le même ordre. Hein.
Si j'ai fait un routage, donc forcément, je peux avoir des fragments qui arrivent, le dernier qui arrive en premier. Donc en fin de compte, c'est des trous que je remplis. Grâce à l'offset, je sais vers quel trou que je vais remplir dans le tampon mémoire que j'ai réservé. D'accord. Donc à chaque fois, j'attends justement de remplir tous les trous jusqu'à que il n'y ait plus justement de vide au niveau de ma structure. Comme j'ai le dernier, peut-être qu'il est arrivé avant, donc ça me permet de limiter justement la bordure ou la borne, le paquet terrier. Je sais que là il se termine, il n'y a pas d'autres fragments qui viennent après. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet exercice? C'est-à-dire la fragmentation, elle peut avoir plusieurs niveaux. Là, on a vu 2 niveaux, mais je peux encore aller plus loin. Hein. C'est-à-dire je peux avoir 3 niveaux, 4 niveaux. Tout dépend des MTU que vous traversez. À chaque fois que vous avez un MTU encore inférieur, vous êtes obligé de fragmenter. Mais ça ne pose pas de problème, parce que grâce à l'offset, vous arrivez à positionner tous les fragments que vous allez obtenir. Même si c'est plusieurs routeurs qui font la fragmentation. Okay, maintenant, on a vu qu'il y a 2 routeurs qui sont totalement indépendants. Mais ça ne pose aucun problème, parce que vous avez l'information à la position de chaque fragment par rapport au datagramme d'origine. Vous savez que c'est déjà lui-même est un fragment. Donc toute la fragmentation, vous allez la faire par rapport à la position que vous avez reçue. Et chaque fragment, il transporte avec lui ces informations, c'est-à-dire l'offset et est-ce que c'est le dernier ou là. Donc grâce à ces informations, donc quand vous allez opérer une fragmentation de 2e ou la 3e niveau, vous raisonnez par rapport à ces données-là qui sont sauvegardées dans l'entête du paquet. Dans ce cas-là, c'est l'entête des fragments. Ok, exercice 5 concernant le routage. Donc, soit le réseau suivant composé de plusieurs nœuds de commutateurs routeurs, CI, et des stations STI, la traversée de chaque lien évaluée par un coût métrique. Donc là, on a des nœuds commutateurs routeurs, ce qu'on a noté ici par la lettre C, CI. Donc on a 6 commutateurs routeurs et on a des stations terminales, donc on en a 7, donc qui justement utilisent ce réseau de transport pour communiquer. Alors vous voyez qu'il y a des liens, des liaisons, et chaque liaison elle est évaluée par rapport à un coût. Pour le moment on n'a pas donné la signification du coût, mais le principe si on fait par exemple du routage, c'est de minimiser, enfin, on peut maximiser, mais en général on va minimiser le coût. Donc faire en sorte de trouver le chemin optimal avec le moindre coût. Ok, donc on va par la suite justement poser des questions par rapport aux tables de routage, comment les calculer. La première question qu'on vous pose, c'est si on suppose un routage statique sans considérer le coût. C'est-à-dire la première solution qu'on veut adopter, c'est considérer donc un routage qui est configuré manuellement par l'administrateur. Et on voudrait justement choisir un routage du plus court chemin, c'est-à-dire en nombre de sauts, donc sans évaluer la métrique. On veut simplement donc voir quel est le chemin optimal en termes de routeur traversé, donc le chemin le plus court. Donc on veut élaborer la table de routage du commutateur C3, enfin du routeur C3 dans ce cas-là, et du routeur C6. Donc cette table de routage, donc je vais mettre les destinations, c'est-à-dire ST1, ST7. Les commutateurs ne sont pas des destinations, qui n'ont pas à être dans la table de routage. Ils ne font que router l'information. Donc ce que je vais mettre comme entrée dans la table de routage, ce sont les réseaux ou là les machines qui vont recevoir la donnée finale. D'accord? Ce sont les terminaux, ce qu'on avait appelé les équipements de traitement de données. Hein. J'ai oublié l'acronyme. Donc, si je suis dans le contexte RC3, alors C3 il est où? Il est là. Donc s'il reçoit un paquet qui veut aller vers ST1, quel est le chemin le plus court qui mène de C3 vers ST1? Bon, il y a plusieurs chemins possibles. A priori, il y a celui-là, il y a par C6, il y a par C1. Moi, je cherche le chemin le plus court en nombre de sauts, c'est-à-dire en nombre de routeurs traversés. Bon, il semble que je dois passer par C1. C'est celui-là. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Il n'y a pas plus court que ça. Donc, quel est le prochain voisin vers lequel je dois router pour passer par ce chemin? J'ai pas compris la question. Le prochain voisin dans le chemin, c'est C1.
Donc dans la table de routage, je mets le prochain voisin dans le chemin. Je ne mets pas le chemin, parce que de toute façon le chemin ne m'intéresse pas. Alors, quand je fais le routage, je définis la sortie vers le prochain voisin. Donc je dis vers C1. Donc il dit le paquet, voilà, tu vas vers C1, ok. C'est-à-dire chaque route va, si vous voulez, aiguiller le paquet jusqu'à qu'il arrive vers destination. Donc là, quand je suis dans C3 va dire au paquet, voilà, tu sors vers C1. Bah, C1 lui-même va te donner la réponse vers quel voisin tu vas être routé. Donc ça se fait de manière distribuée au niveau de chaque nœud. Alors, même principe, si je veux aller vers ST2. Quel est le chemin le plus court? C1. C1, voilà, donc c'est celui-là. Donc, 2 sauts. Ensuite, si je veux aller vers ST3, alors est-ce que je passe par C1 ou la C4? C4. C4. Ensuite, alors... on voudrait séparer au nombre de sauts. Oui, par exemple 2 ou la 2. Donc, dire au C3 ou la C1, c'est pareil. Ah non, je pense pas. Non. Regarde bien. Parce que là, tu as, tu as 3 et l'autre, tu as 4. Hein. Je pense. Hein. Alors, ensuite, ST4. Quel est le plus court chemin? C'est pas C6 par hasard? C6, monsieur. Voilà, donc c'est... Oui, C6. C'est à 2 sauts, donc C6. Plutôt un saut. Voilà, c'est... Donc ensuite, ST5 c'est direct, donc là, le problème ne se pose pas. Ensuite, ST6. J'ai 2 chemins possibles, C4 ou C6. Donc je prends C6. Voilà, idem pour... Alors maintenant, je calcule la table de C6 en raisonnant de la même manière, c'est-à-dire que je suis au niveau de C6 et je reçois un paquet qui va aller vers ST1. Donc, est-ce que je passe par C3 ou bien C4? En fait, les deux chemins sont équivalents. Là, j'ai mis peut-être que... Oui, ils sont équivalents. Il y en a 3. Voilà, donc là, normalement, je mets les deux. Hein. J'ai mis qu'un seul, mais vous auriez pu mettre C4 comme C3. Monsieur, on un examen. Non, il fallait mettre les deux, justement. Il vaut mieux faire les deux. Les deux. Donc là, je vais le rajouter, C3. Qui reçoit un paquet, il va choisir quel chemin il va choisir, par exemple, C3 ou bah, c'est au hasard, hein, c'est-à-dire si il va choisir l'un des deux, c'est pas un souci. Peut-être tout dépend aussi de l'encombrement, c'est-à-dire que ça... alors s'il a que des fixes, c'est-à-dire que c'est fixe, ben, il n'a pas de métrique, c'est-à-dire qu'il ne gère pas de métrique, donc c'est au hasard. Il peut aussi, dans l'étape de routage, en général, on prend un chemin, on ne prend pas les deux. Maintenant, ça change. Soit vous avez plusieurs tables, mais comme c'est configuré manuellement, donc c'est l'administrateur qui décide. Hein. On peut mettre effectivement des chemins alternatifs, quand on peut ne pas les mettre. Hein. On peut se satisfaire d'un seul. Bohna, c'est pour dire qu'il y a deux chemins. Mais l'administrateur, il peut choisir un chemin parmi les deux. C'est lui qui décide. Alors, ensuite... pour ST2, donc là je crois que c'est ce chemin là qui passe par C3, oui. Ensuite vous avez alors ST3, alors il y a C4, oui, c'est l'optimal. ST4 c'est direct. Ensuite ST4 c'est direct, oui. Et ST5 C3. C3, oui. Et enfin, le dernier, c'est direct. Donc là, le problème ne se pose pas. Est-ce que c'est clair par rapport à cette première question? Donc
Donc le principe du chemin court, il est facile. Vous comptez simplement le nombre de nœuds que vous traversez pour aller à la destination à partir du routeur. Hein. Alors, on vous demande de revoir la question 1 en considérant maintenant le coût des liens. C'est-à-dire maintenant, il faut sommer la valeur des coûts associés aux différents liens. Et donc, ce n'est plus en nombre de sauts, mais par rapport au chemin qui offre le coût minimal. D'accord? Donc là, il faut raisonner différemment. Alors, je refais donc le même principe, donc les mêmes tables, mais en recalculant justement les chemins. Alors, si je suis dans C3, je vais aller vers ST1. Quel est le chemin au moindre coût? C4. C4. Voilà, c'est celui-là. Parce que là, vous avez de la liaison qui est assez coûteuse. Donc, il est préférable de passer par là. D'accord? Alors, le coût de ce chemin, c'est combien? Il faut sommer. Donc là... 10. Alors, moi, j'ai 11, mais... Peut-être que je me suis trompé. Hein. C'est 11, c'est 11. Parce que vous avez commencé par C1. Ah oui. Alors, effectivement, vous avez raison. Ensuite, donc ST2, je vais passer par C4. Hein. C1. Ah, C1, vous avez raison. Donc C1 avec un coût qui est égal à 6. On est d'accord. Ensuite ST3. Par C4. C4, oui. Par C4. Avec un coût qui est égal à 6. 6. ST4. Alors il faut voir toutes les possibilités. Oui, donc C4. C4. Oui. Ensuite C6, donc ça me donne 5, 4, 9. 9. Ensuite ST5. C'est direct. C'est direct. Oui, donc le coût c'est égal à 4. Et ST6. C4. Ah, C4, oui. C4. Alors C4 avec un coût qui est égal à 600. Et enfin ST7, c'est aussi C4 avec un coût qui est égal à 11. Bon, ça c'est pour le routeur C3. Donc là je vais me positionner au niveau de C6 et je raisonne de la même façon. Alors C6 pour aller à ST1. Donc le meilleur chemin C4. C4, donc le coût c'est 11 normalement. Et ensuite pour ST2, il faut voir. C4 aussi, oui. Égal à 11. Oui. Ensuite ST3. C4. C4. Donc le coût est égal à 7. Et enfin ST4, c'est direct. ST5, alors faut C4. voir. C4, oui. C4. C'est celui qui offre en tout cas le meilleur coût optimal. Donc 3, 5 plus 4, 9. Et enfin, donc là c'est direct. Donc le problème ne se pose pas. 1 et 6. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Ah oui, monsieur, donc l'algorithme de routage, vous validez le travail. Le meilleur chemin. Alors là, j'ai considéré que c'est fixe. Donc si c'est fixe, c'est-à-dire que ça doit se faire par l'administrateur. Maintenant, si c'est adaptatif, oui, c'est l'algorithme de routage qui doit réévaluer le coût. Alors le coût, là, on n'a pas dit c'est quoi. Ça pourrait être le débit, mais si c'est le débit, on cherche à le maximiser en général. C'est l'inverse. Mais si, par exemple, c'est un temps de transfert, on cherche plutôt à le minimiser. Ok. Dans ce cas-là, les routeurs doivent recalculer justement le coût, parce que le coût peut changer. C'est en fonction du réseau. Ce n'est pas une valeur fixe. Donc il faut la réévaluer à chaque fois.
Alors comment on réévalue par exemple un temps de transfert? En envoyant un paquet, en faisant un ping, c'est-à-dire en envoyant un paquet à paquet à Uderjali. Donc là je peux estimer le temps de transfert par exemple sur les liaisons pour voir s'il y a un retard ou non. Ou là le taux d'erreur par exemple pour ce qui est de la fiabilité, ou bien le débit, j'évalue le débit que j'ai, par exemple le débit restant, ou là la bande passante que j'ai. Donc ça ce sont des paramètres que peut estimer chacun des routeurs par rapport aux connexions qui lui sont directement accordées. Bon, il ne peut pas connaître les liaisons qui lui sont étrangères, mais Hadoma, les sorties TAO, il peut évaluer un certain nombre de métriques les concernant. Ok. Et donc, mais ça peut changer dans le temps. Donc en fonction, à chaque fois que ça change, je dois réadapter, recalculer ma table de routage et informer aussi les autres voisins de ce changement-là, pour qu'ils les prennent en compte eux aussi dans la mise à jour de la table de routage. Aussi, bon, ça c'est par rapport au coût, mais maintenant il y a les pannes. C'est-à-dire que s'il y a des pannes qui vont survenir, ben, c'est tout le routage qui doit être réadapté. Si par exemple, c'est la question qui suit, hein. Donc si le commutateur C4 est en bonne panne, là on a vu que presque tous les chemins passent par C4. Hein. Donc une grande partie des chemins passent par le routeur C4. Donc là je dois réadapter. C'est-à-dire que je dois prendre un chemin alternatif pour justement essayer... j'ai pas le choix. C'est-à-dire, bon, il y a toujours une connectivité qui est maintenue, mais ce n'est pas forcément le chemin optimal qu'il y avait tout à l'heure. Donc c'est un autre chemin, c'est d'autres chemins qu'il faut considérer. Alors justement, si ces 4 tombent en panne, là il faut recalculer les... Donc ce que va faire le routeur, il doit recalculer les chemins pour trouver un chemin alternatif par rapport au chemin qui passait par C4. Donc, si je suis par exemple au niveau de C3 que j'ai envie d'aller vers ST1, alors ça ne pose pas de problème, je ne passais pas par C4. Si je passais par C4, là je suis obligé de passer maintenant par C1. Tout à l'heure je faisais le chemin à C4, C5 si vous vous rappelez, parce que c'était à moindre coût. Là malheureusement je n'ai pas d'autre chemin, j'ai un seul chemin, c'est celui qui passe à C1, et c'est celui qui avait un coût le plus important, c'est-à-dire le coût, il faut faire la somme, donc vous avez 13. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Alors, pour ST2, là par contre ça ne change pas. Je passe par C1 avec un coût qui est égal à 6. ST3, je suis obligé de passer aussi par C1. D'accord. Avec 15. ST4, alors je passe cette fois-ci par C6. Avec un coût qui est égal à 12. ST5, donc c'est direct. ST6, je passe par C6 cette fois-ci, donc avec un coût qui est égal à 9. Et ST7, toujours par C6 avec un coût qui est égal à 14. Bon, ça c'est pour la table de routage de C3. Donc la table de routage de C6. Alors pour aller vers ST1, alors je ne passe plus par C4, je passe par C3 avec un coût qui est égal à 21. Pour ST2, kiff kiff. Donc cette fois-ci avec un coût qui est égal à 14. ST3, toujours C3 avec un coût qui est égal à 23. ST4, c'est direct. ST5, je passe cette fois-ci par C3 avec un coût qui est égal à 12. Et enfin ST6, ST7, c'est des chemins directs. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ok, on avance. Alors là, on vous précise c'est quoi le coût. On vous dit si le coût de lien exprime le temps de traversée d'un paquet en millisecondes donné, le temps de transfert d'un message constitué de 10 paquets en mode commutation de circuit virtuel entre les nœuds ST2 et ST6. On assumera un temps de traitement de 1 milliseconde par nœud pour l'établissement du circuit. C'est-à-dire pour établir le circuit virtuel, on a ce qui consomme plus de temps, c'est la première phase. C'est-à-dire l'acheminement de données est quasiment rapide, c'est-à-dire si on compare un paquet. Donc il y a le paquet de connexion qui va être fait par routage. C'est-à-dire que le paquet de connexion, il va
passer tous les nœuds, il va négocier au niveau de tous les nœuds. Lorsqu'il va arriver à destination, là, la destination va confirmer ou non le chemin dans le circuit virtuel. S'il le confirme, donc il y a le retour de l'ACK qui lui ne fait que confirmer le chemin. Il y a le transfert des données qui se fait quasiment sans temps de séjour au niveau des nœuds, puisqu'il n'y a qu'une référence qui permet d'établir le chemin. Ok, mais il faut calculer le temps nécessaire pour établir le circuit. Alors le circuit qui va de... Bon, on suppose qu'il n'y a pas de panne. Hein. On raisonne par rapport au réseau de la première question, des deux premières questions. Donc pour aller de ST2 à ST6, donc voilà le chemin optimal. Vous êtes d'accord? Oui, Ça c'est le chemin optimal qui entre ST2 et ST6. Donc normalement c'est celui qui réduit le coût. Donc on suppose que les valeurs qui sont là, ce sont les temps de, le temps de transfert ou le temps de propagation, enfin on ne nous a pas donné de détails. En tout cas, c'est le temps écoulé pour transférer le paquet donc sur une liaison, sur chacun de ces liaisons-là. Donc on a les différents. Donc le temps de communication, c'est global, c'est-à-dire par commutation de circuit. Donc c'est le temps d'abord d'établissement du circuit, plus le temps de transfert des données. Donc on nous avait dit qu'il y a 10 paquets à envoyer. D'abord calculons le temps d'établissement du circuit. Donc le circuit il est établi par un paquet de connexion, qui va lui être transféré donc d'un nœud vers un nœud. Donc au niveau de chaque nœud, il y a un traitement qui se fait. Donc on nous a dit que ça prend 1 milliseconde pour faire le traitement justement dans le paquet avec le circuit. Ensuite il y a l'ACK qui refait le chemin inverse. Alors je vais avoir les mêmes parcours ici. C'est un paquet qui va consommer 5, 1, 2, 3, 1 plus 1 milliseconde de traitement au niveau de chaque nœud traversé jusqu'à la destination, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça va faire 5 millisecondes, plus ce temps-là. L'ACK, lorsqu'il va revenir, lui, il n'a pas à négocier au niveau des nœuds, classe. Il n'a que confirmé. Donc il n'y a qu'à comptabiliser ces temps d'acheminement-là, c'est-à-dire 2 fois le temps que j'avais marqué au départ. Donc ça, c'est pour le premier paquet. Il est aussi bien observé pour le premier paquet qui est envoyé que pour l'ACK TAO. Par contre, dans le paquet de connexion, je rajoute un temps de traitement au niveau des nœuds que j'ai traversés, c'est-à-dire 5 millisecondes. Ok. L'ACK, il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire il ne fait que confirmer, c'est tout. Donc ça me fait en tout 29 millisecondes. Donc ça, c'est le temps d'établissement du circuit. Une fois que le circuit a été fait, j'envoie les données. Bon, les données, je suppose qu'il n'y a pas de traitement, puisqu'on avait dit dans la computation, il n'y a pas de traitement au niveau des nœuds intermédiaires. Donc c'est quasiment simplement un temps peut-être de propagation qui va être comptabilisé ici. Et donc là, il faut voir le nombre de paquets. Les paquets, vous les envoyez en séquence. Donc si je prends cette somme-là, je me la multiplie par 10, ça va me donner 240 millisecondes. Donc en faisant la somme des deux, je vais trouver que ça me revient à 269 millisecondes. Ok. Bon, là, on n'a pas détaillé. C'est quoi le temps, hein? On me dit c'est un temps de transfert ou un temps de propagation. Là, je n'ai pas les détails. Donc, je raisonne naïvement. C'est tout. C'est pour comprendre qu'il y a un temps d'établissement de circuit et un temps pour envoyer les données. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette question-là? Non, monsieur, c'est clair. Alors, exercice numéro 6, on va commencer. Bon, on ne pourra pas le terminer, mais au moins on traitera peut-être la première ou les deux premières questions. Alors, soit le réseau suivant composé de plusieurs nœuds, commutateur routeur, CI et des stations STI. La traversée de chaque lien évaluée par une métrique. Donc là, on nous donne un autre réseau. Alors, comme dans le premier exercice, donc on me demande de
considérer donc un routage avec le plus court chemin. Donc là, on va le faire rapidement, hein, parce que ça paraît clair que c'est facile à réaliser. Donc si je suis au niveau de C2, alors C2 il est où? C2 il est là. Donc chemin court c'est direct pour ST1, ensuite c'est C1, ensuite vous avez ST3 c'est C5, ST4 c'est C4, ST5 vous avez deux possibilités, soit C1 soit C4. Vous êtes d'accord? Soit je passe par ce chemin, soit par C4, c'est le même nombre de sauts. Ok, à 3 sauts. ST7, c'est par C4. Ok, c'est ça le chemin optimal. Alors C6, si je veux aller vers ST1, donc le chemin optimal c'est par C4. 3 sauts. ST2 c'est aussi C3 à 3 sauts. ST3 c'est par C4 normalement, 3 sauts aussi. ST4 c'est direct. ST5 c'est direct, ST6 c'est direct, ST7 c'est direct. Donc ça c'est facile, hein. Il n'y a pas trop à réfléchir. Alors là ça devient un peu plus compliqué. Donc on vous dit revoir la question 1 en considérant la métrique des liens pour un problème de maximisation de flow. Le flow d'un chemin désigne la valeur minimale des coûts associés aux liaisons composants. Alors on nous donne un exemple. Le flow du chemin C3, C6, ST6, alors il est où C3? C3, S6, ST6, c'est-à-dire ce chemin-là. Donc le flow TAO, ça va être 2, c'est-à-dire c'est le minimum entre tous les coûts de liaison composant ce chemin-là. Donc minimum de 7, 7, 2. Donc c'est 2. Alors c'est quoi le flow? C'est en général le débit. Quand vous voulez envoyer, par exemple, faire la commutation par circuit, et vous voulez avoir un débit, négocier un débit, comme il devrait y avoir une synchronisation, rappelez-vous, quand on avait dit on fait une commutation par circuit, on doit synchroniser les débits entre tous les nœuds composant le chemin. Donc, si vous synchronisez le débit, forcément, vous allez prendre le débit minimal offert par toutes les liaisons composant le chemin. C'est-à-dire que là, si par exemple je prends ST2 vers ST5, je prends ce chemin-là, je ne peux pas envoyer à 7. Je dois envoyer au minimum, c'est-à-dire à 4. Parce que, comme quand il reçoit le paquet, il est en train de l'envoyer sur la sortie. Donc, il doit le renvoyer avec la même vitesse avec laquelle il reçoit. Donc, je dois avoir un même débit tout au long de mon chemin. Et ça sera le débit minimal qui est offert par toutes les liaisons composant ce chemin-là. Donc, c'est ce qu'on appelle le flow d'un chemin. Ok, donc qui est égal à 4. Donc, trouver le chemin optimal revient à trouver le chemin qui maximise par la suite le flow. C'est-à-dire, c'est pour calculer simplement le flow. Mais pour trouver le chemin optimal, ce n'est pas le moindre coût, c'est trouver le coût maximal. C'est-à-dire, enfin, ce n'est pas un coût, c'est plutôt un profit. C'est celui qui va maximiser le flow terrestre. Parce que j'ai besoin ici de chercher le chemin avec le débit maximal. Le débit n'est pas un coût, mais c'est plutôt un profit, c'est un gain. Donc il faut le maximiser, non pas le minimiser. Le temps de transfert, il faut le minimiser. Mais qui m'a la fiabilité, c'est plutôt des profits, c'est des gains. Il faut les maximiser. Est-ce que vous avez compris, hein? Donc quand on dit coût, c'est-à-dire c'est une métrique qu'il faut minimiser. Quand on dit plutôt un profit ou là, un gain, c'est ce qu'il faut maximiser, non pas minimiser. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Donc là, on va essayer de faire le routage en considérant justement cette approche-là. Donc là, il faut maximiser. En tout cas, il faut maximiser entre les chemins. Une fois que vous avez calculé le flow de chaque chemin. Donc, positionnons au niveau de C2. C2, il est où? Il est où? Il est là. Donc, j'ai envie d'aller vers ST1. Donc, je n'ai pas le choix. Ça sera direct. C2. Donc, c'est direct. Ah, C2, d'accord. Ou la C3.
Là, ça c'est l'exemple, oui. Alors C2, c'est 3. Le flot du chemin est égal à 3. Pour aller à ST2, bon, il faut l'éviter. Le chemin, c'est un chemin qui n'est pas optimal, parce qu'il y a le 1 à l'air. Donc il faut peut-être choisir, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Donc il faut passer par C4. Parce que là, j'ai de meilleures valeurs. Donc par C4, ça va me donner 2. Et même aller plus loin, c'est-à-dire éviter le 2. Donc je remonte C4, je remonte vers C6, moi je reviens vers C5, C4. Parce qu'Ada il est meilleur. D'accord? Vous êtes d'accord? Ada il est meilleur. Il est meilleur que si je faisais C2, C4, C5. Donc le flot de ce chemin-là, c'est 3. Contrairement à celui-là qui est égal à 2. Donc c'est celui-là qui me permet de maximiser le débit si je fais par exemple une commutation par circuit. Est-ce que c'est clair pour ST2? Mais monsieur, oui, en maximisant le débit, on est en train de perdre en quelque sorte en termes de temps. Oui, mais ça c'est-à-dire c'est un choix. Hein. C'est un choix. C'est-à-dire tu as besoin d'un débit. Tu fais de la visioconférence. Ben allez, parce que le temps de propagation en général il est faible. Hein. Le temps de propagation est quasiment nul. Hein. Comparativement au débit que tu vas gagner. Si ton application, le but c'est justement d'augmenter le débit. Elle a besoin d'augmenter le débit. Donc là, si par exemple ça s'exprime en mégabits, maintenant là tu gagnes 1 mégabit par rapport au chemin alternatif. Donc c'est beaucoup quand même. Donc ça c'est des choix, c'est un type de routage. Ça dépend le paquet ce qu'il veut. Le paquet il a des exigences. Quand il arrive vers le routeur, il demande. Il dit j'ai envie de maximiser le débit. Ben, c'est son choix. Donc je suis obligé de trouver un routage qui justement fait en sorte... il est clair que tu ne peux pas satisfaire toutes les exigences. Si tu demandes tout, tu dis je veux un chemin fiable, je veux un chemin sécurisé, je veux... Et après qu'on va te construire un chemin rien que pour toi. Donc là, c'est pas toujours possible. Donc en général, les applications elles travaillent sur une métrique. C'est rare où on travaille sur plusieurs métriques. Parce qu'on sait que si on demande trop, on ne pourra pas avoir un chemin optimal. Donc on essaie de viser un paramètre par rapport à plusieurs. Donc on a plusieurs tables de routage. Donc les routeurs vont avoir une table de routage par paramètre. C'est-à-dire une table de routage qui va maximiser le débit, ou une autre table de routage qui va minimiser le temps de transfert, une autre table de routage qui va peut-être maximiser la fiabilité, etc. Donc et en fonction de ce que demandent les applications, donc on essaie de répondre à leurs besoins. D'accord, monsieur. Alors ST3, mais pour revenir à ta question, le fait d'augmenter le débit, eh ben, ça va avoir forcément une incidence sur le temps de transfert. Ça va diminuer. Parce que le temps de transfert, c'est une somme de deux temps. C'est un temps de propagation plus un temps de retransmission, s'il y a besoin de retransmettre. Hein. Donc, quelque part, tu vas participer aussi à la diminution des temps de transmission. Alors, ST3, le meilleur chemin, c'est celui qui passe par C4. Vous êtes d'accord? Donc, avec un coût qui est égal à 2. Ensuite, ST4. Alors, ST4, il est où? Voilà, donc ça, il paraît que c'est le meilleur chemin. Donc, c'est avec un coût qui est égal à 3. ST5, il est où? Voilà, donc, voir le chemin qui optimise. Donc ça a un coût qui est égal à 3. ST6. Alors j'aurais pu prendre... Oui, c'est toujours C4. Mais c'est toujours le même voisin. Mais j'aurais pu aussi prendre celui-là. Mais ça reste toujours le même voisin. Vous êtes d'accord? Je peux prendre ça. Et je peux prendre aussi ça. Les deux ont un coût qui est égal à 2. Mais ça n'a pas d'incidence sur ma table parce que c'est toujours le même voisin, C4, avec un coût qui est égal à 2. Alors ST7, ça va être toujours C4 avec un coût qui est égal à 3. Il n'y a pas mieux.
C'est clair pour la table C2? Oui, monsieur. Bon, alors on adopte le même principe pour C6. Donc pour aller à ST1, alors là le problème c'est que quand j'arrive à C1, je diminue ici, je passe à 1. Donc il vaut mieux passer par C4 parce que là de la liaison ADIA elle pose problème. Donc là ce chemin là est mieux, il est mieux équilibré, donc il me permet d'obtenir un débit 1,3. Pour ST2, c'est avec plutôt un débit est égal à 4. ST3, alors le meilleur chemin c'est en passant par C4 aussi, avec un coût plutôt un débit qui est égal à 2. ST4, bon alors là c'est pas intéressant d'aller directement, il vaut mieux passer par C4. En passant par C4, je vais obtenir un débit qui est égal à 3. Vous êtes d'accord? Et pour ST5 aussi, j'ai une liaison directe, mais je préfère passer par C3 pour maximiser le débit, qui est égal à, dans ce cas-là, à 4. Et enfin, ST6, ça va être direct, j'ai pas le choix, 2 et 6. C'est clair? Oui, monsieur. Ok, donc là on termine avec cette question-là. Donc on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. S'il n'y a pas est-ce qu'il y a des questions en général par rapport à ces Oui, monsieur, j'ai une exercices? question générale. Je ne sais pas il y a une relation avec mais ça c'est que Alors si c'est pas lent, tu peux, il n'y a pas de souci. Sinon on laisse pour le début de la séance prochaine, à toi de voir. bon, je m'habite, monsieur. Alors j'ai le temps, je peux te si vous n'avez pas autre chose après. Donc Puisque مقبل درنا une séance électronique numérique. oui. عرفتنا باللي les live c'est fait par commutation par circuit virtuel normalement. يعني شايف. Oui, dans la plupart des cas. D'accord. كان un décalation ما الصوت يلحق مي التصويره تلحق روتار 30 secondes. Donc le problème هنا كان le chemin ou la Alors pourquoi? Parce que des fois quand on fait par exemple on utilise deux circuits différents, c'est-à-dire que la voix et l'image ne prennent pas forcément le même circuit, et donc tu peux avoir un décalage, effectivement. C'est que la voix TAE, elle prend pas le même chemin, tu as deux circuits, parce que ce n'est pas le même trafic. On peut utiliser par exemple deux circuits et qui vont emprunter justement il permet de transporter la voix, ou l'autre il permet de transporter la vidéo, parce que la vidéo elle n'est pas sonore, hein. La vidéo c'est une succession d'images, c'est pas le même trafic que le son. On en voit en général comme deux trafics totalement indépendants. On les synchronise une fois à l'arrivée. Il y a ce qu'on appelle, on va insérer si tu veux comme un compteur ou comme une horloge, un numéro de compteur qui permet de synchroniser l'image avec le son. Mais ça c'est au niveau du destinataire. Donc si les paquets l'un ou l'autre n'arrivent pas au même moment, tu peux avoir des désynchronisations. Mais comme tu fais un live, tu n'as pas le temps, c'est-à-dire d'attendre. Tu es obligé, dès que le paquet il arrive, tu es obligé de l'envoyer vers la couche pour qu'il soit affiché, par exemple pour ce qui est de la vidéo. Alors que par exemple dans certains qui la satellite, etc., on arrive à bufferiser, c'est qu'il y a toujours un retard, c'est-à-dire on récupère les images, on les bufferise avant de l'envoyer vers l'utilisateur, avant de les envoyer vers ce qui permet de pallier à un problème de retard. Mais dans les lives par exemple sur internet, c'est difficile par exemple de mettre en attente ou là, parce qu'il faut des fois d'ailleurs on n'a pas assez de mémoire, donc on est obligé de renvoyer le tout vers l'utilisateur. Donc tu peux avoir une désynchronisation. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est deux trafics différents, donc tu peux avoir deux circuits différents, ou là où il utilise le routage. Bon, en général, c'est deux circuits différents qui sont utilisés pour acheminer les deux trafics. D'accord. Une autre question? Ok, donc à mercredi, Inch'Allah. Donc essayez de terminer vous-même les réponses, ou de faire le reste des exercices. Il reste encore, je crois, 2 exercices ou un exercice à faire. Donc on va les terminer, Inch'Allah, la prochaine fois. À mercredi, Inch'Allah.
Merci, monsieur. Et pour les délégués, il y a un CP normalement à 15h. Hein. Donc, j'espère que votre délégué, il est là. Ou là qu'il est au courant déjà. Déjà qu'il soit au courant. Ok.